Yves Didier, bonjour. Bonjour. Pour les clarinettistes qui ne vous connaîtraient pas bien, je pense en particulier aux nouvelles générations qui connaissent surtout votre cahier de gamme, pourriez-vous nous parler de votre carrière? D'abord, je vais rendre hommage à mes deux maîtres. Léon Smoulin, qui à Nancy m'a donné le goût de la musique et du travail bien fait. Et ensuite, Ulysse Delécluze, qui était assez difficile à saisir et qui, dans le fond, adorait sa classe, a donné toute sa vie pour ses élèves. Après leur avoir rendu hommage, je me sens maintenant obligé de parler de moi. Alors ma règle pour moi, ça a été, à mon sens, je crois que c'était indispensable, dépasser mes professeurs, dépasser mes maîtres, et qu'un jour mes élèves me dépassent. Alors en ça, je pense, contrat rempli. Voilà. Alors ma carrière, elle était toute bête. Il était un temps où on passait un concours, on arrivait dans une place, on était très fiers, mais on se sentait dans une petite prison où on n'avait pas le droit d'aller passer un concours international. Par exemple, j'avais préparé Genève, mon directeur me dit: est-ce que vous ramènerez le premier prix? Je dis: moi, je vais essayer, j'y vais pour ça, mais je ne suis pas forcément sûr de réussir. Alors écoutez, n'y allez pas. Et ce qui fait, j'ai passé aucun concours international, ce que j'ai regretté. Dieu merci, pour reprendre la formule que j'apprécie pas tellement, tout compte fait, c'est un bien, on se promène, on va passer des concours, on change de professeur, c'est excellent. L'élève n'est plus la chose de son professeur. Voilà. Ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est tout bête. J'ai passé un concours, j'étais ce jour-là le meilleur, on pourrait dire le moins mauvais, je pense pas, quand même j'ai été le meilleur, je me suis bien défendu, avec Rueff et Mozart, un petit peu de Debussy et des traits d'orchestre. J'ai été retenu et j'ai commencé à faire du lyrique, beaucoup, parce que Bordeaux avait une relation de lyrique très accusée et très peu d'activités de concerts. On avait quand même une série d'une quinzaine de concerts dans la saison. J'ai fait de l'opérette. À 15 ans, pour apprendre mon métier, j'ai fait, je ne vais pas le dire, mais j'ai fait du jazz au saxophone, c'est moins fatigant. C'était à Bordeaux déjà? Oui, non, pas à Nancy. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai dit: hop, hop, interdiction formelle de dire que je sais jouer du saxo, sinon ça aurait été la catastrophe. Pour moi, c'était alimentaire, le saxo. Et puis, j'ai passé toute ma carrière au théâtre. À l'époque, c'était pas l'opéra, c'était le Grand Théâtre de Bordeaux, qui avait une réputation. J'étais professeur au conservatoire. C'était deux concours, mais qui étaient complémentaires. Et j'ai toujours défendu précisément la complémentarité des emplois. Le matin, ça a été l'argument que j'ai utilisé. Le matin, on recharge ses batteries avec un bon chef, international si possible, faussement ou réellement international. Et puis l'après-midi, ce qu'on avait appris le matin avec le chef et les collègues, j'essayais de le faire passer à mes élèves. Voilà. Pour vous, la pratique de l'orchestre apporte quelque chose d'important, de primordial à votre enseignement? Tout est complémentaire dans la musique. Et effectivement, c'est primordial. Je souffre un petit peu en ce moment de voir des élèves qui jouent très bien, qui ont le niveau bien au-delà de ce que j'ai connu quand j'étais au conservatoire CNSM. Et ce sont des gens qui vont devoir cravacher terriblement pour avoir une place. Il y a une chose qui me navre, quand j'ai posé la question ce matin et la semaine dernière: qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je voudrais être professeur. Je l'ai entendu souvent. Et j'ai entendu 3 fois: je voudrais jouer dans un orchestre. Ça m'a fait vraiment, pour moi, ça a été un baume. Parce que, c'est se faire entendre. Et la politique, un peu à courte vue, pendant une époque, on disait: ah non, les professeurs, restez dans votre coin, et puis ne vous faites pas entendre. C'était la pire des choses, parce qu'on faisait des lauréats de concours de pêche à la ligne. Quand on ne pouvait pas la possibilité de se faire entendre. Je n'ai pas pu faire de carrière, aller à droite, à gauche, comme on le fait maintenant. Je l'ai fait modestement, mais pas beaucoup. Parce que j'étais pris, et puis il faut le dire, je faisais, pour les clarinettistes, ça va leur paraître peut-être beaucoup, je faisais entre 35 et 40 services dans le mois. Ouais, effectivement. Mais ce poste était doublé d'un poste de professeur au conservatoire? J'ai passé le concours pour être clarinettiste, et ensuite, c'était le matin, et il y a eu une sélection, et ensuite, on dit: maintenant, vous allez donner des leçons à des élèves, la leçon classique, les leçons classiques, voilà. Je crois qu'il n'y a plus qu'à Strasbourg où ça fonctionne comme ça, où les Et Bordeaux. de l'orchestre. Et Bordeaux également encore? Toujours maintenant, d'accord. Et je crois que je suis un modeste artisan de cet esprit.
la complémentarité. Bien sûr. Pas au sens du mot complément qu'on rajoute quelque chose, c'est-à-dire vraiment l'osmose entre l'un et l'autre. Je vous rejoins complètement, évidemment, sur Nous cette sommes idée-là. Quel est votre meilleur souvenir d'orchestre ou de chef, même de chef d'orchestre? Ah, oui, oui, oui. Alors, je vais raconter mon histoire, mais très rapidement. Je ne voulais pas être clarinettiste, je voulais être chef d'orchestre. J'aurais été un embêteur, parce que je suis correct. J'aime la propreté, la netteté du travail sérieux. Ce qui fait que j'aurais été un emmerdeur, il faut le dire. Et je l'ai regretté. Si vous me demandez de diriger la Traviata, par exemple, je vais vous le faire. Hein. Ça ne sera pas trop difficile. Attention, pas de présomption. Je suis à peu près sûr qu'en travaillant très sérieusement, j'arriverai à diriger la Traviata. Par contre, diriger la 8e ou la 9e de Mahler, c'est une autre affaire. Il faut bien connaître sa partition. On ne va pas parler du chef d'orchestre qui a la tête dans la partition ou la partition dans la tête. Si j'en parle, c'est précisément pour faire comprendre qu'on ne peut réellement être dans son élément que si on joue de mémoire. Je ne le dis pas par cœur parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, c'est jouer de mémoire. Avoir un film qui se développe dans la tête, dans le cerveau. Et on est sorti de toute contingence. Et surtout pour les membres du jury, on se montre, on ne se cache pas derrière le pupitre. Vous étiez donc au conservatoire avec Ulysse de l'Écluse, bien sûr, le grand maître tant redouté de ses élèves. Redouté, le mot est exact. Vous pouvez dire qu'il a apporté quoi en premier à ses élèves? Ce qu'il a fait, il a apporté d'abord son cœur. Ensuite, il avait une certaine rigueur, je pourrais même dire une rigueur certaine, c'est un jeu de mots facile, mais qui est tout à fait, à mon sens, exact. Il a fait une classe, il a fait d'excellents élèves, suite à ce que je disais, qui l'ont dépassé, mais c'est une loi obligatoire. Et Ulysse, si on a pu transcender son enseignement, c'est que précisément, il a fait un enseignement au sens noble du mot. Il aimait sa classe, il aimait ses élèves, sans leur dire. J'ai des souvenirs émus d'Ulysse. Il était sévère, quoi. Puis c'était Ulysse, il avait un petit défaut, mais c'est affectueux ce que je vais dire. Il nous quittait, on serrait la main, on va remettre. Il prenait l'ascenseur et vous, les jeunes, débrouillez-vous, prenez l'escalier. Bon, par contre, parallèlement, je prenais l'exemple d'André Navarra, c'était une véritable volière de violoncelle et de violoncellistes, et ils descendaient tous le même escalier. À l'époque, je dis, tiens, je copierai plutôt qu'Ulysse, je copierai Navarra. Et je m'étais promis d'aller travailler avec Navarra, devenir musicien. À l'époque où Navarra, c'était le prof idéal pour moi. Voilà. Avec la carrière avec la carrière, le son unique de violoncelle. C'était un passionné du violoncelle, remarquable. Quelle était l'ambiance à l'orchestre de Bordeaux? Là, on va passer à une décennie suivante, quoique j'ai enchaîné Bordeaux tout de suite sur mon prix à Paris, puisque j'ai eu mon prix, ça fait bien de dire ça, j'ai eu le prix au mois de juin, et puis dans la même salle où j'étais ce matin, l'ancienne salle Berlioz, et puis en septembre, j'ai passé un concours, et puis j'ai été pris, ce jour-là, j'étais le meilleur de pas mal de candidats. Voilà. Vous êtes rentré très très jeune. Je suis rentré très jeune. J'avais fait, et ça c'est une chance qu'il faudrait pouvoir donner à nos élèves. J'avais fait, et je l'ai fait un petit peu à Bordeaux, pas autant que j'aurais souhaité, prendre nos élèves à côté de nous à l'orchestre. Ça fait un double concours pour le professeur et pour l'élève. Ça c'est très bon. Je l'ai fait avec M. Moulin, mon professeur, je le disais tout à l'heure, qui m'a donné le goût de la musique, du travail bien fait. Il me faisait venir à côté de lui. Et je détachais très mal. Je me rappelle un jour que j'avais trouvé une solution qui n'était pas très bonne. Mais tu vas nous faire foutre à la porte parce que c'était un peu excessif ce que je faisais. Puis j'ai trouvé la solution. Voilà. J'ai fait de gros progrès à côté de M. Moulin à l'orchestre. Ce qui fait que j'ai commencé très jeune. J'avais 15 ans, j'ai fait de l'orchestre à 15 ans. Vous diriez qu'il faut combien d'années pour être à l'aise et le temps d'apprendre le répertoire, Ça s'apprend sur le tas, oui, ça vient tout seul. Et surtout, se faire aimer quand on arrive dans un concours, après un concours, quand on arrive dans un orchestre, voir les défauts de chacun, et surtout se taire et se faire aimer de ses futurs collègues. Et après, on trouve la solution. Le travail d'équipe, c'est ce que je préfère par-dessus tout. Voilà.
Les amitiés évoluent au sein d'un orchestre. Ça évolue, oui. Il y a des empathies qui se créent, des sympathies, des antipathies. C'est un creuset, c'est un laboratoire. Les musiciens sont de grands enfants. Oui, et quelquefois inconséquents, que je suis souvent. J'étais au lycée, j'étais un affreux Jojo. C'est le côté anecdotique, vous pourrez couper. J'étais l'affreux Jojo au lycée, je me faisais coller, j'ai jamais eu de tableau d'honneur, je me faisais coller, mais je m'en foutais. J'allais le dimanche matin faire partie de l'orchestre du lycée Henri Poincaré. Et mes colles, je les faisais à l'orchestre. Alors je me payais les heures de colle que je souhaitais. C'est un plaisir dans ce cas-là. Pour tout dire, j'ai fait un lycée musical dans l'esprit, mais pas dans la lettre. Ça, c'est important, j'insiste bien. Il y avait une chose capitale à Nancy, c'est-à-dire la rue Chanzy. Ça vous dit rien? Moi non plus. Et il y avait d'un côté le lycée Henri Poincaré et de l'autre côté le conservatoire. Et il y a eu un gentleman agreement entre les deux directeurs pour laisser passer le petit génie que je croyais être pour aller prendre mes cours à n'importe quelle heure. Ça, alors ce qui fait que j'ai suivi des cours de solfège, de clarinette, d'harmonie, impeccable pour moi. Voilà. Est-ce que vous voulez bien parler des chefs d'orchestre? Parce que vous avez dû en voir passer pas mal à Bordeaux. Ah oui, ben mes chefs d'orchestre préférés, comme par hasard, ce sont les premiers chefs qui m'ont dirigé. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai joué la tétralogie entière avec le Knapperbusch, ça vous dit plus rien maintenant. Si. Knapperbusch a été le dernier, disons, assistant de Wagner. C'était très lent. Et on a sympathisé tout de suite au début. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était le sommet. J'ai eu aussi la chance d'être dirigé par Ferdinand Leitner, qui était le Karajan de l'époque. Redoutable. Cela dit, très, très gentil. Mon exemple aussi, ça a été Cluitens. Pourquoi? Parce qu'à Vichy, où j'avais été engagé, j'étais encore élève au conservatoire, j'ai joué les 4 symphonies sous la direction de Cluitens, sans répétition. Les Brahms? Les Brahms. J'étais pas à l'aise. J'étais second, mais j'écoutais. Voilà. On doublait les pupitres à l'époque aussi? C'était déjà la mode? À Vichy, on commençait à doubler. On doublait les grosses œuvres, comme la 9e de Beethoven. Je me rappelle, la première fois que j'ai joué la 9e de Beethoven, on était doublés. Je ne jouais que les solos. J'étais fier. Est-ce que vous pensez que la trop grande répétition de certaines œuvres vient à bout de tout, même des chefs-d'œuvre? Ah, difficile. Un chef-d'œuvre, d'abord, il faut commencer à le lire, prendre connaissance, l'appréhender, et ensuite donner seulement un message. Donc il y a un travail, mais d'abord il y a un travail préparatoire très important à la maison. Travailler très sérieusement à la maison des choses qui sont difficiles. Je vais prendre l'exemple du Capriccio espagnol qui se joue plus tellement maintenant, Rimsky-Korsakov. Je me rappelle avec Leitner, Ferdinand Leitner, c'était affiché. On était le mardi, il était 4 heures, et je vais le trouver, je tendais le dos, et je vais le trouver maître, dans quel tempo prenez-vous les traits de clarinette? Vous le verrez bien. Oh, c'est sympathique. Le lendemain à la générale, il a commencé très lentement. On lui dit, ça va, vous pouvez aller plus vite? Oui, maître. Plus vite. Il dit, ben, vous faites ce que vous voulez, vous verrez bien ce soir. Le soir, il a pris un train d'enfer, mais après il me trouvait et il m'a dit, c'est bien ce que vous faites, bravo. J'avais acheté un petit peu ses compliments, mais au début, il était glaçant. Un chef qui commence à réviser la partition avant de la jouer au vrai tempo. Ah oui, oui. Non, mais il y a des chefs, c'est très bizarre. C'est très intéressant de faire une étude psychologique du chef. Dans le fond, ce sont des grands enfants eux-mêmes. Il faut les flatter un petit peu et après les admirer. Parce qu'ils ont quand même la partition dans la tête. Certains anciens parlaient des chefs en disant « le chef, c'est l'ennemi ». Qu'en pensez-vous? Alors je vais répondre par une boutade. C'est un chef d'équipe. C'est lui qui doit, en définitive, après consultation, ce qu'il sait faire rarement, maintenant c'est beaucoup mieux. Après consultation, le chef d'équipe décide d'un tempo, et quelquefois ça te fait toujours plaisir, je ne vous dérange pas. J'ai eu l'occasion, dernièrement, c'était en fin de carrière, un chef, je ne le nommerai pas,
puisqu'il est vivant, me dire « puis chanter !» et lui avoir répondu « faut pas être gêné pour chanter ». Il appréciera. Oh, il se reconnaîtra s'il m'écoutait. Les chefs titulaires à Bordeaux étaient de grands chefs. Je suis très partisan du chef titulaire qui travaille en équipe précisément, comme je viens de dire. Et puis ensuite, il y a le chef invité qui n'a pas le temps, qui cherche à mettre sa marque, mettre sa signature à la fin d'une heure. Et c'est la raison pour laquelle il faut être disponible face à un chef et obtempérer s'il demande quelque chose. Bien souvent, ça va dans le bon sens. Ont été nommés plutôt des spécialistes du lyrique ou... Non, plus maintenant. Et puis, spécialiste du lyrique, spécialiste du symphonique, entre nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Je défends, bec et ongle, la polyvalence. J'ai connu un très grand chef, je ne vais pas le nommer, je l'ai connu comme pianiste, accompagnateur. D'abord le mot est mauvais, pas accompagnateur, concertiste également. C'est un grand chef qui a pris son métier sur le tas. Et la meilleure façon, c'était de bon pianiste pour suivre les chanteurs lyriques, par exemple. Quel est le rôle d'un clarinette solo au sein de l'orchestre? Ah, ce matin, mon ami Berlioz, Hector, m'a téléphoné, il m'a dit « N'oublie pas que la clarinette est la belle femme de l'orchestre ». Bon, le rôle, c'est un rôle essentiellement féminin, à mon sens, surtout dans le romantisme. Cherchons toutes les phrases du romantisme. Je vais prendre le Freischütz, c'est le thème d'Agathe, une Agathe très lascive. Eh bien, il faut jouer la clarinette, pas lascive, mais il faut la jouer très, très épidermique. Je vais prendre Tannhäuser dans le lyrique, on va prendre Wagner, bien sûr. C'est la clarinette qui donne le thème de Vénus, avant le Vénusberg. Sublimée dans la nuit du Monchot, ambitieuse dans ses Méramis. Et puis on peut donner d'autres exemples. Eh bien, c'est-à-dire que la clarinette, avec sa volubilité technique, a conquis l'oreille des compositeurs. Les compositeurs ne manquent pas de nous mettre des choses difficiles, très techniques, et ce qui fait que maintenant la clarinette, et depuis pas mal de temps quand même, la clarinette est belle femme, mais également très volubile, très rapide. Et il faut le dire, c'est que la clarinette, eh ben, à l'intérieur d'un quatuor de flûte au bois, clarinette, basson, c'est le vilain petit canard qui est arrivé très tard, mais qui a conquis ses lettres de noblesse très rapidement avec ses possibilités harmoniques dont on parlera peut-être plus tard. Parlons du professeur maintenant. Quels sont vos plus beaux succès comme professeur, les élèves qui ont le mieux réussi? C'est difficile à dire. Je vais les mettre par ordre d'entrée au Conservatoire de Paris. Ça a commencé, le premier, ça a été Michel Le Thiec. Ensuite, ça a dû enchaîner par Jean-Claude Madoni. Ensuite, il y a eu François Sozo et Marilus Cocchio. Ensuite, il y a eu Serge Comte. Attendez, j'ai eu un élève qui est remarquable, mais qui n'a pas, par défaut d'argent, est rentré au conservatoire et n'est sorti sans rien parce que maman ne pouvait plus assurer. Et Jean-Claude Madoni lui prêtait de l'argent. Chapeau à Jean-Claude. Et Jean-Pierre Lamotte, qui est professeur à Mont-de-Marsan, qui avait une sonorité extraordinaire, une qualité. J'ai eu aussi Jean-Noël, qui est à Troyes. Et ensuite, il est arrivé Richard Rimbert, qui a été nommé au concours de Munich. Il y a eu Sébastien Battu. Voilà. Serge Comte, j'ai dû le dire. Oui. L'art de la pédagogie, c'est quoi, selon Yves Didier? Il y a des professeurs de pédagogie. Merci. Mais j'étais obligé de me faire ma pédagogie moi-même. Et je vais reprendre l'hommage que je fais à Léonce Moulin, qui me disait, dis donc, tiens, voilà un garçon, il n'est pas tellement doué. Fais-le travailler, tu t'apprendras toi-même. Et je crois que c'est ça la pédagogie. Le travail sur le tas. Que le jeune clarinettiste en herbe m'écoute bien, qu'il apprenne aux autres. C'est mieux de commencer tôt? Pas trop tôt. C'est là où je vais faire une petite parenthèse. Pas trop tôt, et je m'inscris un peu en faux. Je sais bien que les gosses grandissent très vite et ils sont mûrs très tôt. Mais attention, il faut penser qu'une fois que la dent adulte sort, il lui faut encore 2 à 3 ans pour bien se sertir dans la mâchoire. Il faut faire attention. Je prends l'exemple de mon père qui était trompettiste, amateur. Il avait des lèvres de fer quand il était jeune. C'était le petit génie de l'époque, dans sa fanfouille à Bains-les-Bains.
L'ennui, c'est qu'on s'est trop servi de lui, et à 30 ans, il a perdu ses dents. Ah. Pour moi, ça a été une leçon. Il faut attendre que les dents soient bien serties. Est-ce qu'on peut aimer les élèves tous de la même façon? Aïe, aïe, aïe. Vous me posez une question très délicate. Ça a toujours été mon problème. Qu'est-ce qu'on doit faire avec un élève? Est-ce qu'on a une approche paternelle? Est-ce qu'on a une approche de professeur qui se drape dans sa dignité? Il faut faire une synthèse des deux. Et il faut, à mon sens, j'aime pas utiliser le mot, il est souhaitable de connaître le caractère intime d'un élève. Et il ne faut pas utiliser quelquefois les mêmes mots. À mon sens, je me suis toujours forcé à avoir une ligne directrice, disons, stalinienne avec les élèves. Avec les uns, je serrais la vis, avec les autres, je desserrais la vis. J'essayais d'établir des liens de confiance. Je ne veux pas dire d'amour, c'est excessif, mais de confiance. Et détendre les gens, ne pas les crisper, c'est très difficile. Les pires échecs que j'avais, c'est de voir pleurer quelqu'un, fille ou garçon. Je dis, ça y est, t'es passé à côté. Et très souvent, j'ai parlé tout de suite de mes succès, des bons élèves qui ont travaillé, j'en ai eu autour de 70, qui se sont servis de ce que j'ai essayé de leur apprendre. Eh bien, souvent, je pense aux élèves que j'ai peut-être ratés. Je pense à des noms, je ne vais pas les nommer, où je suis passé à côté. Et ça me fait mal. C'est pas de ma faute. J'ai fait du mieux possible. Voilà, je m'y suis mal pris. Et c'est très difficile. Tout comme pour élever un enfant. C'est un problème. Avec votre recul et le fruit de votre grande expérience, trouvez-vous que l'école de clarinette en France évolue bien? Elle est en très très grand progrès. J'étais en bagarre quand j'étais jeune, il y a longtemps. J'étais en bagarre avec ce son de la clarinette française, dite française. Je pensais que la clarinette, le son d'un instrument plus exactement, est mondial. Avec des particularités, des spécificités, c'est le mot qu'on emploie souvent. Mais je fais partie de l'école allemande, je fais partie de l'école anglaise. Je pense que c'est fini maintenant. Et il y a un brassage. Je n'aurais pas le souvenir de m'entendre dire « Ah, c'est du saxophone, mon petit !» Et je répondais « Je préférais le violoncelle ou le corps. » Oui, certes. Voilà. Mais les chefs reprennent rarement les musiciens sur leur sonorité. Absolument. C'est plutôt sur la mise en place ou la C'est la mise en place, la justesse. Ah, oui. Nous avons fait d'énormes progrès. Je me rappelle d'une conversation amicale avec Guy de Plus à ce sujet-là. Les enregistrements qu'on faisait, on trouvait que c'était bon, et on les réécoute après coup, on dit oh là là, mais c'est faux, c'est trop haut, c'est trop bas. Fa, mi, do. On a eu ces problèmes-là. Ça a été résolu ce matin, pas partout. Ça reste le grand écart, ce début du deuxième concerto. Oui. Quel conseil de sage donneriez-vous aux grands étudiants et jeunes professionnels? La disponibilité. Je pense que c'est un mot primordial. Il ne faut pas suivre béatement ses maîtres. Il faut aller chercher à droite et à gauche. Après une bonne formation, pendant 2 ou 3 ans, il faut rester avec son professeur qui sert de guide. Inévitable. Il faut mettre l'élève dans les clous. Et après, ouvrir son horizon. Est-ce que les bonnes traditions, entre guillemets, se perdent? Les bonnes traditions ne se perdent pas, les mauvaises se perdent, tant mieux. Est-ce que vous regrettez de voir disparaître certaines œuvres du répertoire qu'on a peut-être beaucoup travaillé à une certaine époque et qui passent aux yeux de certains professeurs comme un peu désuets? Eh bien, ce matin, j'ai écouté par exemple Messager avec beaucoup de plaisir et je me suis rendu compte que les problèmes que j'avais pour travailler Messager n'existent plus maintenant. Comme quoi, la classe de clarinette, j'ai pas dit clarinette française, la classe de clarinette fait d'énormes progrès. On a parlé également, un autre jour, on a parlé de Galon-Montbrun, où j'ai passé des heures et je m'aperçois que ça reste très solide. Il y a une décantation qui se produit. J'ai entendu la semaine dernière un morceau de concours de Lefebvre qui pouvait faire sourire et qui était très bon. Tout dépend du choix des professeurs,
Personnellement, je leur laisse libre choix. Je sais que j'ai été un des premiers à imposer les concertos de sport, qui paraît-il étaient vieillots, dépassés. Moi, je veux bien, mais j'en suis encore à Sport, j'en suis encore à Weber, qu'il faudrait défendre encore mieux, en n'oubliant pas que Weber a été un compositeur prolixe pour les instruments dans sa jeunesse, mais après est devenu directeur de théâtre à 29 ans, et qui a inventé les répétitions à l'italienne, les répétitions générales, et qui a défendu très bien le romantisme allemand. J'ajoute que c'est comme tout, l'histoire grandit. Et nous avons maintenant l'histoire qui va prendre de plus en plus de temps. C'est très difficile de remonter. Le répertoire s'étoffe de plus en plus. Il faut aller à l'essentiel. Il y a des choses qu'on n'a plus à répéter. Une étude en fa majeur, maintenant, ça y est, c'est acquis, on n'en parle plus. Le mieux, c'est de simplifier, synthétiser, aller à l'essentiel. C'est la raison pour laquelle, dans un bouquin que j'ai nommé, nous avons nommé avec deux de mes élèves, Michel Lequier et François Sozo, nous avons nommé Voyage. Nous avons essayé de faire une synthèse des choses à faire. Alors justement, donner une ouverture à un enseignement qui progresse, dans l'obligation d'absorber de plus en plus, de phagocyter de plus en plus un répertoire grandissant. Vous êtes l'auteur de ce très beau livre Voyage en clarinette. Qu'avez-vous voulu apporter et à qui se destine cet ouvrage? C'est un ouvrage qui est délicat à traiter par l'éditeur. Il y a le côté écrit et le côté musique. On change de logiciel, ça pose de très gros problèmes. C'est la raison pour laquelle la Maison Lemoine me l'a refusé. Et j'ai trouvé Zurfu qui a accepté de le faire, non sans difficulté. C'est un livre qui traite, c'est tout simple, de trois choses. Rien de mieux qu'une table ou une chaise à trois pieds, ça ne bancale pas. Qui traite de l'histoire de l'instrument, c'est la première des choses. Une vision de clarinettiste qui essaie d'expliquer le quintoiement de la clarinette. Il y a la maîtrise de tous les différents compartiments. Je dis bien compartiments parce que nous avons décidé de mettre tout par petits compartiments, puis de pouvoir faire un buzz après. Et ensuite, ça traite de la clarinette dans son répertoire, c'est-à-dire les concertos, on n'insiste pas trop, et pas assez parce que manque de place. Il ne faut pas faire un livre trop gros non plus, c'est pas la Bible, qui traite du répertoire, du caractère d'un instrument, non pas des traits d'orchestre. Les traits d'orchestre, il y a tout ce qu'il faut, on les a sous la main. Le mieux, c'est d'aller chercher à la bibliothèque quand on est admis dans un orchestre, et qui traite ensuite de la musique de chambre, qui est pas exhaustive, mais très fournie. C'est une sorte de testament, en quelque sorte. Vous me le tirez de la bouche, je dis, c'est mon testament, je m'arrêterai. Mais comme en général on s'accroche à la vie, je vais peut-être sortir un 13e bouquin. C'est pas dit, parce que ça me pose problème. Cela dit, ça me pose tellement plus de problèmes quand j'entends les œuvres modernes, contemporaines, encore que le mot moderne et contemporain ne veut pas dire grand-chose, les œuvres actuelles, qui sont très bien défendues, et il y a peut-être quelque chose à trouver là-dessus. Vous vous intéressez à la création encore maintenant Oui. Un art qui n'a plus de création est un art mort. Nous sommes condamnés à créer, avec plus ou moins de bonheur. Et il y a une décantation qui va se produire. Justement, la musique est peut-être le seul art majeur actuel à revenir autant aux origines, notamment aux origines baroques. Comment vous expliquez ce retour en arrière qui n'existe pas pour la danse, par exemple, ou pour le... Est-ce que la musique contemporaine n'a pas su, les compositeurs n'ont pas su évoluer avec les attentes du public ou les... Je réponds tout de suite, si, les compositeurs, ils nous entendent et ils nous copient. C'est une parenthèse. Je préludais des notes sur aigu, je voyais un compositeur contemporain à l'époque, me dire, oh, c'est intéressant, Stravinsky faisait ça. Je l'ai su par mon professeur. Je vais me permettre de vous lire quelque chose. C'est tellement bien écrit, je n'ai fait que le copier. C'est signé Platon. Ça vous dit quelque chose quand même. La musique possède une vertu au nom de laquelle elle agit sur la partie irrationnelle de l'âme.
La vie entière de l'homme est dominée par l'harmonie et le rythme, qui font naître en lui la sagesse. Une éducation musicale convenable peut assurer la formation du caractère. La philosophie est l'expression la plus haute de la musique. Les 2 dernières phases, je m'adresse à nos ministres qui s'occupent de l'éducation nationale, musicale, n'importe lesquelles. Je leur tiens à leur disposition un extrait de la République de Platon. Ça n'a pas pris une ride. Eh oui. On trouve de très belles citations, notamment dans ce livre Voyage en clarinette, qui comprend un DVD également. Pourquoi un DVD d'ailleurs? C'était de la folie. En l'an 2000, je m'interrogeais, j'avais des sensations et j'essayais de les communiquer à mes élèves. C'était pas tellement facile. Et puis je pouvais me tromper. J'avais des sensations, je posais des questions et quelquefois elles étaient contradictoires. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut avancer, soyons modernes. C'était au siècle dernier. Ah non, c'était en 2000. Je suis allé voir un grand chirurgien, Jacques Verhulst, un excellent couteau, mais qui était plus que ça. Je lui ai fait une proposition. Il me dit, mais c'est fou ce que vous me dites. Non, allez, on va jouer le jeu. Et alors, je suis arrivé chez lui, et il m'a filé dans le nez un nasofibroscope pour arriver à la hauteur du larynx. C'était à peu près comme mon petit doigt. Quand même. Oui, on fait mieux maintenant. Et ben, on a fait des expériences. Et alors, il y a des expériences qui ont réussi, il y a des expériences qui n'ont pas réussi. Je voulais faire sol, ré, fa, si bémol. Le si bémol, il est resté dans le tuyau. Je ne sais pas si on l'a pris quand même, parce que j'ai essayé. Le contrib, je n'ai pas pu le sortir. Ça coinçait. On a su, après, avec François Sozo, on a su pourquoi. Parce que là, par la suite, François a fait la même expérience à Lyon, dans un hôpital différent, qui pouvait ne pas être influencé par ce qu'on avait fait à Bordeaux. Et il est allé plus loin. Il est allé à hauteur des cordes vocales. Il s'est aperçu qu'il y avait une ouverture qu'on ne soupçonnait pas. Et à ce moment-là, le nasofibroscope faisait à peu près 3 à 5 mm. C'était moins gênant. Il y avait pour le passé, il y avait des walkers à surmonter, c'était épouvantable. Les larmes aux yeux, il fallait faire sol, ré, fa, si. Je me suis planté, ou je sais pas, c'est le contrut que j'ai pas eu, enfin, on a donné que ce qui était possible. Puis après, en noir et blanc, on est donc passé à Lyon à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et François, il faut le voir. Et ça termine par la Rhapsody in Blue. C'est impressionnant. Il y a même un critique qui a dit « à ne pas voir, c'est à vous dégoûter de la physiologie ». C'est un fait. Est-ce qu'on peut vraiment contrôler ce que les professeurs, dans leur jargon, appellent l'ouverture de gorge ou simplement la place du larynx? Précisément, c'est là où il y a quelque chose à faire. Ce sont des sensations. L'expérience que j'ai faite, que n'importe qui peut faire, c'est une expérience qui n'a fait que confirmer ce que je sentais en moi-même comme une chose naturelle. Je vais vous faire une démonstration devant les élèves. Vous allez me dire ce que j'ai fait. J'ai pensé à mi do dièse. Ah oui. Voilà. Encore une fois. Ça bouge. Sol, ré, fa, si bémol. C'est technique. Et ça intéresse peut-être les élèves. Alors, notre principe, le Tchèque et Sozo également, on en a parlé. Notre principe, c'est d'avoir une embouchure, au départ, avec un élève, une embouchure bien stalinienne, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, et puis ensuite faire comprendre que ça se fait naturellement. Et une fois que c'est naturel, on va pouvoir jouer, on prendra plus ou moins d'air, on va prendre des libertés avec quelque chose de trop rigoureux. Mais au départ, une embouchure unique et surtout la sensation de détendre la gorge, pas serrée. Il faut comprendre qu'un enfant, quand on lui présente, c'est un enfant souvent, on lui présente un instrument, il va devoir faire un bruit avec sa gorge. C'est ce qu'il a l'habitude de faire en parlant. Quand il était tout bébé, il a gazouillé, et puis il a parlé après, par mimétisme, il a copié ses parents. Et il va falloir, ce jeune débutant, ce jeune clarinettiste en herbe, il va devoir faire un son sans s'occuper de ses cordes vocales. Difficile. Alors j'ai trouvé une solution qui n'est pas terrible dans le fond, mais qui est bonne. À mon sens, on lui flanque la clarinette dans le bec, sans lui dire, tu vois, il faut aussi, il faut pas, mais surtout pas faire ça. On lui flanque la clarinette, souffle, et ça fait un énorme canard. Mais au moins, il se défoule. Et après, on affine.
on rectifie le tir. Vous faisiez chanter vos élèves beaucoup? Je faisais penser les notes, et on chante juste. Penser la note avant, c'est un travail personnel. Et devant, je l'avoue humblement, devant un stroboscope. Je vous parlais de Guy Deplus, on en a parlé ensemble. On travaille le rythme avec le métronome à la maison. On travaille la justesse avec le strobo. Mais surtout pas le strobo sur le pupitre pour jouer en concert, ça se fait pas ça. Bon, mais c'est un support. Et je me suis rendu compte, avec d'autres clarinettistes, mes collègues, je me suis rendu compte que si on faisait la note fondamentale, si on ne la pensait pas à sa justesse, on a tendance à jouer un peu haut. Et après, ça se passe tout à fait naturellement. Et je prenais des risques devant des élèves, devant le strobo. Je dis maintenant, vous allez me surveiller, je vous tourne le dos et vous me direz si c'est juste. Et bien souvent, je me plantais et je rectifiais. Travailler avec son oreille. On est trop instrumentiste et il faut d'abord les oreilles, un don de la nature. Et l'oreille, ça se travaille. Le mythe de l'oreille absolue, ça existe. Nous, clarinettistes, nous avons une oreille relative, mais tout le monde entend. J'ai fait une expérience avec une phoniatre et je suis arrivé à des échecs et je suis arrivé à des résultats. Et Alain Deléas, il est directeur du laboratoire d'acoustique de Bordeaux 1, département mesure physique. Et il avait sa collaboratrice, il dit, je suis incapable de chanter juste. Je dis, si, je vais vous faire chanter. Et on est arrivé, quelquefois des échecs, quelquefois des réussites. Vous savez, l'oreille, il faut savoir comment c'est fait. Et surtout, c'est écrit dans le bouquin, pas trop de bruit. Les concours, c'est pour des cigales. Voilà. Surtout que la clarinette... c'est la belle femme de l'orchestre. Et oui, pas de problème pour passer au-dessus de l'orchestre. C'est plus difficile de jouer piano que de jouer fort à la clarinette, finalement, à l'orchestre. Alors là, je vais être excessif. Je vais déclencher les sourires de mes frères clarinettistes. Jouer fort, n'importe qui peut le faire, mais il n'est pas dit que ça passe. Jouer piano et l'imposer au fond de la salle, c'est autre chose. Et c'est grisant, c'est une drogue. D'entendre par exemple la salle, quand on joue en concertiste, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais je suis arrivé à sentir la salle qui respirait avec moi. Intéressant, c'est grisant. C'est pas tous les jours. L'émotion est palpable, finalement. Oui. Ben, là aussi, communiquer. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours, quand j'ai pu essayer de jouer par cœur avec le chef, qui a une complicité avec le chef, et ensuite la transporter dans la salle. Bon, ce sont des moments rares qui sont très enrichissants. J'ai de très bons souvenirs. Parallèlement, mon meilleur souvenir acoustique, c'est au festival d'Athènes, à l'Hérodeticus, sentir, la scène est très en pente, sentir un genre d'âme qui se développe du public et qui vient vers soi. Ça m'a donné une impression, et sous un ciel idéal. Et en même temps, il y a le signe des temps, il y avait un avion qui passait, insonore, parce qu'il était très haut. Pour moi, c'est cette vision des choses extraordinaires. Quelle est pour vous la chose la plus compliquée à apprendre dans l'apprentissage de cet instrument? Allez, la décontraction, le relax, trouver son aise, être à l'aise. Arriver par la répétition, créer par la répétition intelligente. Je fais une digression, mais il faut d'abord comprendre, appréhender et seulement passer réflexe. Et une fois qu'on a passé réflexe, qu'on a gommé toutes les imperfections, on se sent mieux, on se sent plus à l'aise. Et on s'aperçoit également, j'ai un souvenir totalement personnel que je vais vous divulguer, j'ai eu, il y a quelques années, en 1952, j'ai eu mon prix avec Tomasi, j'ai eu un trou de mémoire, obligation de jouer de mémoire, obligation faite par Ulysse de l'Écluse, et je lui dis un gros merci. J'ai eu un trou de mémoire, et j'ai relu dans ma tête très rapidement, et les doigts ont continué à marcher. C'est beau les mécanismes, créer des mécanismes, créer une forme d'instinct. Mais pour ça, il y a un travail sérieux, mais surtout gommer les erreurs. J'ai eu l'occasion à 2h du matin d'entendre, 3 jours de suite, et je me réveillais exprès, sur la 6, d'entendre des médecins parler des mécanismes de la mémoire. Les problèmes cognitifs existent depuis très longtemps. Et ils disaient,
que chaque fois qu'on fait une expérience, très important, le cerveau, à notre insu, prend les paramètres de l'expérience. Si on porte un jugement, dire ça c'est pas bon, ça c'était bon, à la fin, le cerveau, après avoir répété plusieurs fois, propose à notre jeu, aux musiciens, aux clarinettistes, il propose les expériences qu'il a notées, qui ont eu un jugement porté par l'intéressé. Et si au bout de 3 répétitions d'un trait d'orchestre ou n'importe quoi, si on répète 3 fois la même chose, c'est acquis. Après que la nuit ait porté conseil. Et c'est ça, laisser mûrir les choses. C'est la raison pour laquelle j'ai un souvenir personnel d'un mauvais élève au lycée qui a tout appris sa géographie pour l'oral du Bachot. J'ai appris la veille pour le lendemain. J'ai été prolixe. Je suis incapable de vous parler des anciennes colonies françaises. Il faut du temps à assimiler les choses. Si vous partiez sur une île déserte, qu'emporteriez-vous comme musique? Allez, je vais vous faire sourire. La méthode de clarinette de Didier. Non. Non. Souvent, je me suis posé la question. Beethoven, incontournable. Bach, une cathédrale. Et pour la Verdi, pour le lyrique. C'est unique. Il y a un côté épidermique, chaleureux. Oui, j'en ai cité plusieurs. Alors si je devais choisir, je ne sais pas ce que je ferais. Je me foutrais à l'eau. Est-ce qu'il y a des interprètes du moment qui vous impressionnent, que vous êtes sensible? Tous. Ils ont tous une technique foudroyante. Je me rappelle avoir posé une question à un violoniste, grand violoniste, qui nous a quittés. Je lui dis, quand vous faites des disques, quelle est votre réaction? Ça nous a fait faire d'énormes progrès parce qu'on s'est écouté. Et je rêve actuellement d'avoir, il ne faut pas que ce soit systématique, mais je rêve de pouvoir enregistrer les élèves et les filmer. C'est la raison pour laquelle on ne verrait plus les gens qui dansent sur un pied, ou qui tournent, qui font des moulinets. Et il faudrait qu'on pense, et là je m'interroge, si je devais recommencer, je crois que je finirais comme les sportifs. Il y a un côté sportif dans l'étude d'un instrument. Je crois que je me regarderais pour voir si c'est possible ce que je fais. Je crois que je gommerais beaucoup de mes défauts. Que mes anciens élèves connaissent bien, mieux que moi. On leur demandera. Oui. Merci beaucoup. Tout est dit. Yves Didier d'avoir accordé cet entretien. Et puis nous attendons avec impatience l'édition d'un prochain volume. Si les clarinettistes sont intéressés, que le père Didier, le vieux père Didier, sombre et redoutable, j'en ai pas l'air, vieille barbe, faut le dire. S'ils sont intéressés, ils iront chez l'éditeur qui le met sous le coude actuellement, à mon sens. C'est presque prêt donc. Je voudrais refaire le bouquin avec des choses à éliminer et des choses à rapporter, réactualiser. Une méthode, vous savez, c'est un outil, à mon avis. Une méthode, c'est rien, c'est un outil. Les profs s'en servent de leur façon. Quelquefois, j'ai eu l'occasion, à droite et à gauche, vous savez, on travaille sur votre méthode. Et quand je vois le résultat, il était passé à côté. Par contre, il y a des gens qui travaillent avec ma méthode, qui en font un travail remarquable. J'apporte quelque chose, un matériau, vous vous en servez. Je pense que c'est un bouquin qui devrait avoir son temps, qui ne veut pas dire la Bible du clarinettisme, mais ça peut être un bouquin de référence. Surtout pour la musique de chambre, il y a des tas de choses. Il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références. Ça a été fait par Michel Lequet, qui connaît bien son affaire. On voulait mettre des exemples. Alors voilà, problème de droit d'auteur. Par rapport à la SACEM, oui, c'est ça. Par rapport. C'est aussi strict. Alors là, ce que je ne comprends pas, j'ai un souvenir, il y a très longtemps de ça. Pour la première fois, au Festival de Bordeaux, je joue quatuor de Messiaen. J'ai passé du temps dessus. Et puis, j'arrive, c'était à la Brède, au château de la Brède, dans un petit comité. Première personne que je vois, mais il me regardait les amygdales. Il y avait Messiaen, là. Je me suis payé un du montage. Bon, et il vient me trouver, il me félicite comme toujours il fait à tous les clarinettistes. Et je lui dis, vous savez que la Bible des oiseaux, pour moi, c'est une référence unique. Mais pourquoi? Je dis, pour l'étude du son, le phrasé, savoir gérer la respiration. C'est technique, c'est un condensé, en 2 pages, vous condensez
et j'ai envie de le faire jouer à mes élèves comme morceau de concours. Oh, je vous interdis. Ah bon? Je dis, mais si vous voulez qu'on vous défende bien à l'avenir, il faudra quand même que nos gosses, bon, d'un point de vue, et nos élèves puissent quand même faire des progrès dessus. Non. Et puis maintenant, ça y est, l'abîme des oiseaux, ça se met en concours. Bien sûr. Et j'estime que c'est indispensable, parce que vraiment, on fait d'énormes progrès dessus. Alors, chut, faut pas le dire, ça, ne l'enregistrez pas. Selon que j'étais fatigué ou pas, je suis allé de 5 à 9 minutes. Ah oui, c'est pas. Oui, bah oui, faut aller au bout hein, quand même. Ouais, c'est très éprouvant. Surtout là, quand on attaque la réexposition. La réexposition, il dit bon c'est bien, la première fois c'est facile, mais la deuxième, faut aller au bout maintenant. Mais vraiment c'est remarquable pour la tenue de son, ce fameux fa dièse qu'il ne faut pas faire baisser, qu'il ne faut pas faire monter. Un doigté magique, non? Oh, j'en ai trouvé un, il n'est pas bon. Et pas aller au-delà de ses limites. Il voulait qu'on se crève. Comme j'ai fait du lyrique, la mascotte, qui est à la clarinette, mais c'est normal, c'est une musette. Et il joue tellement fort que paf, j'ai crevé ma musette. C'est peut-être ce qu'il a voulu sur le fa dièse. J'aime pas beaucoup faire ça quand même. C'est comme par exemple, voyons que je dise pas de bêtises, Petrouchka. Do fa, bon, c'est un montreur d'ours. Il faut faire l'ours. Moi, je veux bien. Il faut que ça soit quand même audible. Le capriccio espagnol, c'est un clarinettiste de foire qui fait le con sur son instrument. Ben, si on fait le con sur son instrument, on se fait siffler. Il faut pas aller trop loin. Voilà. Et pour ça, il ne faut pas aller trop loin. Alors, je donne un petit tuyau, mais c'est un tuyau, c'est un secret percé. Le fa dièse, pas le chercher. Plus on le cherche, moins on le trouve. Allez, souffler le son, pas de pause de son, et tout souffler, ça vient tout seul. Le chapeau a dit de plus, qui a fait des fa dièses magnifiques. Je les ai analysés, 25 secondes, tous. Chapeau. Tous les mêmes. Ah, tous les mêmes. Non, mais chapeau. C'est très bien. Ça aussi, du Debussy a été remarquable aussi. Bon, alors on fait mieux, on fera mieux, bien sûr, il faut.